Madame, Monsieur, bonjour. Nous recevons dans le cadre de notre émission Décryptage des mesures gouvernementales sur Radio Gabon, Madame Denise Mekamne Edidi, ministre d'État, ministre de la Santé et de la Famille. Madame le ministre d'État, bonjour. Bonjour. Alors, depuis quelque temps, le gouvernement est engagé dans un effort d'ajustement structurel à travers la réduction du train de vie de l'État et la réduction de la masse salariale. Madame le ministre d'État, est-ce que vous pensez que ces mesures diversement appréciées étaient-elles nécessaires aujourd'hui ? Merci. Je crois que on va faire simple. Me demander si ces mesures étaient nécessaires, je vous dirai tout de suite oui, ces mesures étaient nécessaires. Est-ce que c'est un problème d'opportunité? Oui, il était opportun de prendre ces mesures en ce moment. Mais je pense que plutôt la question qui devrait être posée au ministre de la Santé que je suis, c'est plutôt l'impact de ces mesures sur le plan social. Parce que justement, c'est à ce niveau que toutes ces mesures trouvent tout leur sens. Absolument. Voilà, donc c'est ça. Alors justement, vous parlez d'impact, on dit que cette opération va engendrer des économies, on parle de près de 70 milliards qui vont permettre bien sûr de relancer l'investissement. Et c'est salutaire pour le département dont vous avez la charge aujourd'hui? Tout à fait. Vous savez, il faut qu'on remonte un peu à plus loin. Il vous souvient que lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, avait fait sa déclaration de politique générale à la prise de fonction, il avait déjà présenté au niveau de l'Assemblée le plan de relance de l'économie. Il avait déjà annoncé cela. Il avait déjà annoncé que le train de vie de l'État allait être réduit pour y parvenir. Et réduire le train de vie de l'État, ça nous amène à quoi, justement? C'est que l'État taille dans sa dépense publique pour pouvoir assurer ses engagements sur le plan social. Et c'est à ce niveau-là que le ministère de la Santé dit ces mesures seront salutaires. Les économies qui vont être engrangées, ces économies ne vont peut-être pas servir à tous les départements santé parce que les domaines du social sont larges. Mais le ministère de la Santé trouvera effectivement son compte dans ces économies. On trouve le compte en quoi? Il vous souvient que le président de la République, chef de l'État, avait annoncé le 31 décembre 2017 une série de mesures sur la santé, dans le plan d'urgence sur la santé. Entre autres, il y avait la santé, il y avait l'éducation, il y avait d'autres secteurs. Mais pour ce qui concerne la santé, nous avions la gratuité des accouchements et nous avions la mise en place de la médecine itinérante. Alors, la gratuité des accouchements, vous savez, il faut assurer un financement pérenne. Et c'est une opération qui a un coût. Et c'est une opération que le président veut voir s'accélérer et il veut voir renforcer. Et donc, vous comprenez parfaitement que si les économies qui sont attendues rentrent réellement, le ministère de la Santé pourra accélérer les mesures en matière de gratuité des accouchements, pourra également assurer la médecine itinérante qui va prendre corps dans quelques temps. Donc en fait, le ministère de la Santé espère beaucoup et nous savons qu'il n'y a pas de raison de ne pas espérer parce que nous avons des mesures sociales très importantes à mettre en œuvre, à renforcer et à pérenniser. À propos de la médecine itinérante, est-ce que la logistique est déjà plus ou moins prête? La logistique est en partie prête. Nous sommes en train de travailler dessus. Les textes sont prêts. Les véhicules sont presque prêts. Ils sont presque prêts et c'est une mesure qui va pouvoir commencer très rapidement. Au-delà de la gratuité d'accouchement, est-ce que vous allez également jeter un coup d'œil sur la question du manque de médicaments réactifs aussi? Non, il faut déjà vous dire. Le manque de médicaments est lié justement à tous ces problèmes que nous évoquons, les problèmes de finances. Le manque de médicaments est lié à ce que la GNAMGS, qui est notre opérateur, a lui aussi des difficultés pour rentrer dans ces fonds. Donc à partir de ce moment, la NAMGS a des difficultés pour pouvoir payer les structures hospitalières. Mais malgré ces difficultés, les structures sanitaires assurent tant bien que mal la prise en charge médicale. Vous savez, dans le cadre de la gratuité des accouchements, je vous en parlais tout à l'heure, nous avons mis en place un système de kits d'accouchement avec bien évidemment le concours des pédiatres, des gynécologues, de tout le personnel médical qui se déploie sur ces questions-là. Et ces kits ont un coût. Ces kits ont un coût. Aujourd'hui, nous mettons à disposition ces kits dans les structures sanitaires et nous voulons pérenniser cette activité. Vous voyez? Donc en fait, les économies qui vont être trouvées vont permettre d'assurer tout cela. Les médicaments dont vous parlez, on va pouvoir gérer tout cela parce que le kit, c'est aussi le médicament. En fait, dans le contenu du kit, ce sont les médicaments. Donc, en fait,
le ministère va trouver son compte dans cette opération. Vous parlez de pénurie dans les structures, le ministère va pouvoir assurer un approvisionnement régulier. Vous avez touché tout à l'heure la question de la CNAMGES où la facture sanitaire des populations est touchée à cause justement du manque des fiches de soins de santé qui sont plus remis dans les hôpitaux. Et cette situation pourrait durer combien de temps? Non, je crois que c'est pas que les structures ne sont pas les fiches de la CNAMGES ne sont pas reçues. C'est qu'à un moment, et vous avez dû le lire dans les réseaux sociaux, le personnel, surtout les médecins, avait décidé de ne plus recevoir les assurés de la CNAMGES au motif que leur facture n'était pas payée. C'est pourquoi, pendant un temps, les assurés de la CNAMGES n'étaient pas tout à fait très appréciés dans les structures sanitaires. Aujourd'hui, tout cela a été remis en place. Tout a été relancé. Tout a été relancé. Nous sommes en négociation avec la CNAMGES. Nous sommes en négociation avec le personnel médical, en fait, notamment les médecins qui avaient posé ce problème. C'est un problème normal, vous voyez. C'est naturel. Et c'est justement ça, c'est là-dedans qu'on doit comprendre. C'est là-dedans qu'on doit comprendre le sens des mesures qui ont été prises. Comme je le disais, l'État taille dans sa dépense publique pour pouvoir assurer l'approvisionnement de tout ce qui assure, de tous les organismes, de toutes les structures qui assurent le social, dont la CNAMGES. En fait, ça a été un incident passager et qui s'explique aussi par le fait que les factures des structures n'étaient pas payées, mais ça n'avait rien de définitif. Hein, c'est ce qu'il faut dire. Il faut aussi dire quand même, il faut que je le dise, les médecins, vous savez, nous avons souvent tendance à vilipender les médecins. Nous avons souvent tendance à penser qu'ils ne sont pas conscients, qu'ils ne sont pas... En fait, nous avons une image, une idée très noire des médecins, mais nous devons aussi reconnaître qu'au Gabon, nous avons des médecins de bonne facture. Nous avons des médecins de bonne qualité. Nous devons aussi reconnaître qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Voyez, parce que quand vous avez en face de vous un malade et que vous n'avez pas la possibilité de lui offrir le minimum, vous êtes en détresse vous-même déjà. Donc, c'est tout ça. C'est ce qui explique la situation qu'ils ont vécue. Mais d'un autre côté, nous devons comprendre que le contexte économique est contraint. Et à partir de ce moment, voyez, on essaie de jouer les équilibres. Mais tout cela, nous finissons comme en ce moment, on a fini par trouver un terrain d'entente. Mais pourquoi ce sont les médecins qui prennent cette décision? Parce qu'on pouvait imaginer que ce sont les officines pharmaceutiques, puisque ce sont elles qui font dans le commerce. Pourquoi les médecins publics? Non, le médecin du public, parce que simplement, les factures, lorsque nous parlons je reviens sur la gratuité des accouchements, on a besoin de gants, on a besoin de produits, on a besoin de matériel de première nécessité. Matériel de première nécessité. Les structures hospitalières doivent pouvoir avoir. C'est là justement c'est ça la décision du chef de l'État. Quand il décide de la gratuité des accouchements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les structures hospitalières doivent pouvoir disposer en leur sein de ce matériel. Mais ce matériel, pour l'avoir, on l'achète. Donc, les officines ont un autre fonctionnement. Ce sont les officines privées. Mais les structures publiques doivent pouvoir posséder ce minimum-là. Nous avons l'Office pharmaceutique national, donc l'OPN. Il faut bien que cette structure achète des médicaments quelque part pour pouvoir approvisionner les structures sanitaires. Voilà. Donc, en fait, la CNAMGES ne paye pas que les officines privées. La CNAMGES paye les factures des hôpitaux, les prestations, la consultation qui est donnée à un malade, cette consultation, elle est payée. Le pansement qu'on fait, l'injection qu'on fait, la prise en charge médicale et tout cela a un coût. Alors donc vous comprenez parfaitement que il n'y a pas que les officines, c'est aussi les structures sanitaires. Et aujourd'hui, les structures sanitaires sont en autonomie. Ils sont en autonomie. L'État donne une subvention, mais ces structures vivent principalement des prestations payés par la CNAMGES. Donc, quand on parle, par exemple, en matière d'accouchement, on dit gratuité. C'est gratuit pour celui qui reçoit, mais c'est la CNAMGES qui paye la facture à la structure sanitaire. Alors, d'autre part, la CNAMGES, il y a effectivement des malades qui se sont plaints en disant que se rejettent souvent, on va dire, leurs fiches beaucoup plus. Ils s'intéressent beaucoup plus à ce qui viennent avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Donc vraiment, je vais vous dire, ici sur votre plateau, je pense que je ne suis pas venu pour parler de la CNAMGES. La CNAMGES a un fonctionnement. La CNAMGES est un partenaire santé. Alors, que fait la CNAMGES de bien ou de mal
Franchement, je pense que je suis pas bien placé pour en parler. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans mes relations avec la CNAMJS qui paye mes factures, nous avons des relations assez normales. Nous avons un fonctionnement assez normal. Lorsque nous avons certes des difficultés pour le paiement des factures, mais nous avons une relation normale. Maintenant, le reste, je ne saurais apprécier leur fonctionnement interne, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ne font pas. Mais je peux quand même dire que aussi, nous avons cette façon d'extrapoler. Je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, parmi ces mesures, Madame le ministre d'État, il y a le gel des recrutements pendant 3 ans à la fonction publique. Alors, finalement, quel est le sort qui est réservé pour ces étudiants qui sont en fin de cycle, à l'exemple de ceux de l'INFAS? Mais ceux de l'INFAS, vous savez, on a dit le gel des recrutements. En fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de nettoyer le fichier de la fonction publique. Et le temps, c'est pour ça qu'on a par exemple mis la mesure de bon de caisse. Mais tout le monde sur bon de caisse avec un contrôle derrière. Je pense que lorsque nous aurons fait ce travail-là, on pourra trouver des aménagements pour ceux qui sont en fin de cycle. Au niveau du ministère de la Santé, il faut dire en toute honnêteté que les recrutements sont plus ou moins gelés depuis un temps. Mais là, la mesure a été renforcée avec un contrôle derrière. Vous savez, il y a des choses extraordinaires, enfin, un peu inacceptables qui se passent. Vous avez des gens qui sont à la fonction publique, mais qui travaillent ailleurs. Il est fonctionnaire, mais il est dans une structure privée. Vous avez des personnes fonctionnaires et qui sont à l'étranger et qui travaillent à l'extérieur. En fait, c'est ça, tout ça qui augmente la masse salariale. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de donner une meilleure gestion du fichier de la fonction publique. Alors, donc, lorsque tout cela sera fait, il n'y aura aucune difficulté à prendre le personnel de la santé parce que ce sont des secteurs prioritaires. Il faut vous dire une chose, c'est que le président de la République est très impliqué, est très concerné, est très préoccupé par des questions sociales. Et dans les questions sociales, vous avez la santé et vous avez l'éducation. Donc, on ne peut pas dire qu'on arrête les recrutements à la santé. On a besoin du personnel. En fait, aujourd'hui, on nettoie les fichiers et on regarde qui est là et qui n'est pas là. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, personnel, les étudiants de l'INFAS n'ont aucune inquiétude à se faire. Lorsque tout cela sera mis à plat, lorsque tout cela sera nettoyé, et on vous a bien dit 3 ans, donc ça veut dire que c'est le temps qu'il faut pour nettoyer les fichiers et regarder. D'accord, le temps qu'il faut, mais est-ce que ça ne va pas quelque peu handicaper le processus de renouvellement du personnel? Pendant 3 ans, la porte de sortie est ouverte, alors que la porte d'entrée est fermée. Est-ce que ça ne va pas un peu entraîner un déficit du personnel soignant dans les hôpitaux? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je crois que vous aurez le ministre de la fonction publique sur votre plateau. Et il sait bien, il maîtrise bien son dossier. Mais pour ce qui nous concerne, je peux vous garantir que le problème de renouvellement des équipes au niveau du ministère de la Santé ne se posera pas. Je peux vous le garantir. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé, comme l'éducation, font partie des secteurs dans lesquels on peut autoriser des recrutements lorsque le fichier est nettoyé. C'est ça le problème. En fait, c'est un peu ce qui se passe. Si le fichier est nettoyé, il va se dégager des postes budgétaires. Parce que dans le ministère de la Santé, nous avons plein de personnel, médecins, infirmiers, personnel qui n'est pas là, qui se trouve soit ils se sont mis en stage d'eux-mêmes, soit ils travaillent ailleurs, ils travaillent dans le pétrole, dans les champs pétroliers, ils travaillent partout. Donc en fait, comme tout ce monde-là, lorsqu'on aura nettoyé le fichier, on aura la possibilité de recruter. Je peux vous assurer qu'au niveau du ministère de la Santé, c'est un domaine sensible, c'est le domaine social, un domaine qui est très pris en charge et très préoccupant pour le président de la République. Et donc, par conséquent, je ne vois pas pourquoi on ne va pas renouveler les équipes. Alors, vous avez touché ce petit phénomène de déficit en personnel. On a constaté, d'autre part, que beaucoup de médecins qui sont affectés dans les hôpitaux publics passent beaucoup plus de temps, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les cliniques privées, au détriment des obligations de service public. Oui, ce sont toutes ces questions qu'on est en train de gérer en interne. Ils passent du temps dans les cliniques privées. C'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité que je ne peux pas nier. Je reconnais effectivement que ce phénomène existe. Et je peux vous assurer qu'au niveau du ministère de la Santé, des dispositions sont en train d'être prises pour que ce phénomène, peut-être pas l'arrêter, mais on peut l'atténuer. Voilà, donc nous prenons des dispositions. Nous espérons pouvoir l'arrêter, mais on va pouvoir le gérer. Donc nous sommes en train de préparer les textes. Parce que déjà, les statuts de la fonction publique ne permettent pas à un fonctionnaire de réserver une partie de son activité à une autre structure que celle qu'il emploie.
Donc aujourd'hui, nous devons revenir aux fondamentaux. C'est ça justement le sens de toutes ces mesures. Les mesures qui sont prises vont permettre de gérer toutes ces questions. Rappeler aux uns aux autres que voilà le statut de la fonction publique et voici les dispositions du statut de la fonction publique et maintenant chacun doit pouvoir se conformer. Vous savez, avec la mise sur bon de caisse, avec la signature des imprimés spéciaux, avec l'implication des secrétaires généraux, nous avons vu un phénomène terrible des personnes qui réapparaissent parce qu'on comprend que la rigueur arrive et c'est cette rigueur-là que le chef de l'État veut mettre. Et c'est cette rigueur-là qui ne plaît pas à certains. Enfin, nous sommes dans la dérive perpétuelle. On a l'habitude de faire comme ça. Voilà, c'est un peu notre expression au niveau du Gabon. Donc, la rigueur qui est imposée, cette rigueur doit pouvoir gérer ce genre de situation. Cette rigueur doit nous amener justement à une gestion rationnelle, à une gestion rigoureuse du personnel de la fonction publique, des agents de la fonction publique en général. Vous savez, le Gabon, pour revenir sur ces mesures qui ont été prises, et ce sont des mesures salutaires, ce sont des mesures courageuses, parce qu'il faut dire une chose, ces mesures sont prises dans un agenda politique assez important, mais voyez-vous que le président de la République, le gouvernement n'a pas hésité à les prendre. Ce que certains aujourd'hui essaient d'exploiter pour taper sur le gouvernement et sur le président de la République. Mais en fait, ça relève du fait que nous sommes toujours en train de nous auto-flageller. Ça, c'est le Gabon. Vous savez, moi, j'ai suivi dans une radio internationale l'intervention d'un opposant d'un pays très voisin de nous. Et cette personne disait quoi? Il disait, le gouvernement de mon pays gagnerait à suivre l'exemple du Gabon. Ça s'est dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce sont des mesures utiles. Ça veut dire que ces mesures vont permettre de relancer l'économie. Parce que ça, on le dit peut-être pas assez, mais je crois que les ministres chargés de ces questions l'ont dit. Ces mesures vont permettre de relancer l'économie. Ces mesures vont permettre de renforcer les engagements que l'État a pris sur le plan social. Voilà la réalité. Madame le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de la rigueur qui est gage de bonne gouvernance, bien entendu, mais il y a des faiblesses au niveau de l'administration publique en ce qui concerne la coercition. Est-ce que l'administration publique pourrait avoir les mêmes mécanismes que le privé, justement, pour un meilleur contrôle? Mais bien entendu. Justement, c'est ça le point de départ. Vous savez, on a parlé de l'opération de mise sous bon de caisse. Qu'est-ce qui va se passer après? Lorsqu'on aura découvert, par exemple, que des personnes ont perçu des salaires sans travailler, qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Je crois que ça, c'est un dossier que le ministère de la fonction publique tient en main et va gérer. Il faut qu'on y arrive, monsieur. Vous savez, il faut qu'on arrive justement à cette gestion rigoureuse de l'État, à cette gestion rigoureuse et du personnel et des finances de l'État. Parce que c'est très important. La maîtrise de la masse salariale. Alors, la mise sur bon de caisse, vous l'avez souligné tout à l'heure, l'opération a démarré depuis le 17 juillet. Beaucoup se plaignent de l'éloignement du site affecté au personnel de la santé. Est-ce qu'il n'y aura pas de manquement dans les services? Pas du tout. Quelle a été votre organisation à votre niveau? Pas du tout. Nous avons au niveau du ministère de la Santé mis en place une organisation qui a permis de ne pas vider les hôpitaux. En fait, ce que nous avons fait, dès la fin de la conférence de presse du ministre de la fonction publique sur cette question, nous avons au niveau du ministère de la Santé mis en place un dispositif pour la signature des imprimés spéciaux. Donc cette opération s'est déroulée au ministère de la Santé le vendredi, le samedi, le dimanche et jusqu'au mois où je vous parle. Et nous avons organisé les choses de telle sorte que toutes les structures ne viennent pas en même temps. Donc on a fait un chronogramme qui a fait que tel jour, lundi, c'est telle structure hospitalière qui vient, et mardi, ainsi de suite. Donc, nous avons géré les choses de cette manière. Donc, du coup, nous avons pu contenir, nous avons pu gérer ce flux-là pour que les hôpitaux ne soient pas vidés. Par ailleurs, nous avons mis en place un chronogramme à côté de celui qui a été mis par la fonction publique, parce que la fonction publique avait son chronogramme, mais nous avons au niveau du ministère de la Santé mis en place un chronogramme pour permettre le passage des structures de la même manière. Donc toutes les structures n'allaient pas s'occuper du retrait de leur bon de caisse en même temps. Donc nous avons mis en même temps un chronogramme et nous avons placé un site au CHUL, donc au Centre hospitalier universitaire de Libreville, et ce site recevait tout le personnel médical et paramédical. Nous avons mis un autre site
justement en collaboration avec la fonction publique, nous avons mis un autre site au centre hospitalier universitaire d'Ovendo pour le personnel médical et paramédical. Et maintenant, tout ce qui est personnel administratif a été envoyé à Ngonje. Vous savez, c'est une œuvre humaine. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dysfonctionnement dans cette machine. Certainement, il y a forcément des dysfonctionnements, mais nous avons géré les choses de sorte qu'il y ait moins de dysfonctionnement et que le malade n'en souffre pas. Ils n'ont pas été abandonnés. Alors l'autre mesure qui a suscité, on va dire, des grincements de dents, c'est le décongestionnement des effectifs dans les cabinets ministériels. Une décision qui a déjà été effective depuis là-haut. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. De toute façon, on n'a pas à discuter de ça, on exécute. Une décision a été prise. Maintenant, les cabinets doivent avoir telle taille. Et chaque ministre s'est conformé à ça. On n'a même pas à discuter de ça. Les choix n'étaient pas difficiles? Vous savez, tout est dans la communication. Il faut pouvoir communiquer avec ses collaborateurs, leur faire comprendre que le moment est celui-ci. Voici les décisions qui sont prises. Ceux qui ne seront pas retenus doivent comprendre. Et il fallait le faire vite. Et voilà, je crois que ça ne nécessitait pas un débat particulier, juste communiquer avec les membres de son cabinet. Et voilà, donc il n'y a pas de problème particulier. Vous n'avez pas eu peur des fusils nocturnes? Non, non, pas du tout. Bien, Madame le ministre d'État, nous arrivons au terme de cette émission. Avez-vous une adresse particulière à l'endroit des partenaires sociaux et des personnes touchées directement par ces mesures qui émettent encore quelques réserves quant au bien fondé de cette décision gouvernementale qui en appelle à la solidarité? Ce sera votre mot de fin. Merci. Je veux rappeler aux partenaires sociaux, et ils le comprennent très bien, parce que nous parlons, nous discutons, nous échangeons beaucoup, qu'ils doivent justement faire preuve de solidarité et de responsabilité, de patriotisme. Et je crois que là, je le dis ici, ils l'ont compris. Nous sommes en dialogue permanent. Mais aux populations, je veux tout simplement rassurer. Rassurer pour dire que les mesures qui ont été prises ne sont là que pour ce qui me concerne, pour permettre à l'État de respecter ses engagements sur le plan social. On entend tous les mots et austérité et tout ce qu'on veut, mais qu'il n'en est rien. Je dis aux populations, on a remarqué que sur le plan social, le gouvernement ne va pas se soustraire de ses engagements. La décision du chef de l'État de rendre gratuits les accouchements sera maintenue et sera même renforcée. La CNAMCHS va continuer parce que justement, l'objectif du président de la République, ce n'était pas d'augmenter les inégalités sociales, c'est justement de les renforcer. Et c'est pourquoi tout ce qui est social va être retenu. La prise en charge médicale par la CNAMCHS sera toujours assurée malgré les difficultés au niveau des règlements. Donc, en fait, pour rassurer les uns et les autres, en dehors du fait que ces mesures vont permettre de relancer notre économie, en dehors de cela, rappeler aux uns et aux autres que ces mesures vont vraiment renforcer ce qui a été mis en place, donc à savoir la prise en charge des accouchements à 100%. Et sur ce plan, aujourd'hui, le taux a augmenté de 70% depuis que cette mesure a été mise en place. Vous noterez que depuis que cette mesure a été mise en place, nous livrons chaque mois 5000 kits d'accouchement et des couches de césarienne dans toutes les structures sanitaires. Et les effets sont là. Le président a voulu cette mesure pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Il n'y a pas de raison que ces mesures s'arrêtent. On n'a pas mis fin à la CNAMCHS. Lorsqu'on parle par exemple des mesures, ce qu'on nous raconte un peu pour distraire les uns et les autres, ces mesures, on a vu ailleurs comment on a pris en place des mesures d'austérité. L'économie est stoppée, l'aide sociale est arrêtée, la CNAMCHS par exemple ici est supprimée. Or, il n'en est rien. Tout le monde, sur le plan social, l'État va continuer à assurer tous ces programmes gratuits en matière de tuberculose, en matière d'accouchement. La médecine itinérante, et la bonne preuve, c'est que la médecine itinérante va pouvoir commencer dans les tout prochains jours. Donc, je veux juste rassurer les uns et les autres, rassurer la population gabonaise pour leur dire tout simplement que les mesures sont utiles pour mettre fin à certains abus. On vient rectifier ce qui a été notre quotidien jusque-là.
Ceux qui n'apprécient pas, ils ont des raisons pour ne pas apprécier parce que justement, quand certains étaient aux affaires, ils n'ont pas eu le courage de le faire. Aujourd'hui, c'est un problème de courage. Et aujourd'hui, le chef d'État a eu le courage de le faire à un moment où l'agenda politique est assez sensible. Donc, nous devons apprécier cela et faire preuve de patriotisme et surtout savoir que le social sera assuré parce que le but, ce n'est pas d'augmenter les inégalités sociales, mais plutôt de maintenir le cap. Madame Denise Mekamne Didi, ministre d'État, ministre de la Santé et de la Famille, dans le cadre de notre émission Décryptage des mesures gouvernementales sur Radio Gabon. On dit merci à notre invité devant ce micro, Romuald Koumba. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. À très bientôt.